bonjour. Donc, je suis Maran Viry, directeur du développement de Positive Planet. Quand on m'a demandé de réfléchir sur ce sujet à quand la fin de la pauvreté et qu'on m'a laissé 12 minutes pour le traiter, j'ai essayé de faire la synthèse de ce que nous disaient les programmes qu'on menait chez Positive Planet à travers le monde, et si au fond il fallait lancer des actions collectives que tout le monde peut entreprendre, c'est-à-dire à la fois des citoyens, des individus, des institutions privées ou publiques, pour trouver des leviers d'accélération de la sortie de la pauvreté, qu'est-ce que je retiendrai en synthèse? Et alors en synthèse, je retiens 3 idées toutes simples, mais d'une application tout de même difficile. La première idée, est une idée au fond, d'utiliser mieux le levier capitalistique. On n'investit pas assez sur les capacités de production des pauvres. À travers le monde, vous avez toutes sortes d'institutions qui soutiennent l'exploitation des pauvres, mais qui n'investissent pas assez dans leur exploitation pour les faire croître en capacité de production, en productivité et en stade de valeur que les pauvres pourraient rajouter, ou que les personnes en développement, on va dire, pourraient rajouter au stade de valeur qu'ils ont déjà et qui leur permettrait de faire croître leurs revenus. Sortir de la pauvreté, quand on est un petit producteur de quelque chose, par exemple, je ne sais pas moi, du patchouli en Indonésie, de la rose en Turquie, sortir de la pauvreté, ça veut dire se mettre à l'abri sur un certain nombre de plans, avoir une maison, avoir une couverture santé, avoir un accès à l'alimentation, un accès à l'eau, un accès à l'énergie, etc. C'est avoir une activité génératrice de revenus, donc être à l'abri, avoir une activité génératrice de revenus, et c'est changer son référentiel d'anticipation. Bon. Tout ceci ne peut s'obtenir qu'à partir du moment où il y a non seulement une activité génératrice de revenus, mais également une possibilité d'épargne. Et tout ceci ne peut s'obtenir qu'à partir du moment où la génération de revenus supplémentaires est significative, est importante. Et parfois, la microfinance et les subventions atteignent leurs limites parce qu'au fond, il ne peut pas y avoir d'investissement productif. Dans beaucoup de nos programmes, on se rend compte que pour vraiment franchir un cap de productivité, un cap de valeur ajoutée, il faudrait, par exemple, pour des exploitations agricoles, investir de l'ordre de 500 à 1000 euros par hectare. Bon. On trouve toutes sortes de produits financiers pour financer votre besoin en fonds de roulement, pour faire la soudure entre 2 récoltes ou pour faire face à des trous de trésorerie provisoires. Ça, on trouve les instruments financiers pour ça. En revanche, on ne trouve pas assez de capacité d'investissement sur les chaînes de valeur, notamment agricoles, mais aussi artisanales ou aussi de services. La première des choses, donc, c'est trouver des leviers qui permettent d'accroître l'investissement productif chez les populations les plus pauvres. Le deuxième levier est un levier qui concerne plus particulièrement les entreprises privées, les grandes entreprises privées. Je pense que le sort de millions de gens à travers la planète irait vers le mieux beaucoup plus vite si 3 concepts qui sont de façon évidente poussés dans les grandes entreprises privées, et qui sont le concept de durabilité, le concept de soutenabilité et le concept de responsabilité, si ces 3 concepts-là avançaient plus vite dans les processus des entreprises. Je m'explique. La durabilité, au fond, c'est quoi? C'est d'accepter qu'on va penser dans le long terme. Ça concerne la pensée que les directions financières peuvent avoir sur le retour sur investissement, fondamentalement. Alors, quand on parle de durabilité, d'habitude, on ne parle pas de ça. Mais en réalité, dans les entreprises, c'est ça. La durabilité, c'est accepter que les retours sur investissement se fassent sur un peu plus de temps qu'ils ne se font aujourd'hui. La soutenabilité, c'est quoi? C'est de dire que lorsque on travaille sur le soutien qu'on offre à des chaînes de production qui sont dans les stades de valeur ajoutée, dont l'entreprise privée est le dernier maillon parce que c'est elle qui a la relation avec le consommateur final. Donc lorsqu'on travaille là-dessus, il faut que tous les acteurs soient rentables. C'est ça, au fond, la soutenabilité, si on la transforme en exigence économique.
Donc, un, il faut accepter que les retours sur investissement soient un peu plus longs. Deux, il faut que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement des grands sourceurs internationaux soient rentables. C'est ça la soutenabilité. Et enfin, la responsabilité, ça n'est pas seulement la responsabilité au sens environnemental ou au sens social, c'est aussi accepter le fait que les acteurs dans la chaîne prennent plus de valeur ajoutée qu'ils n'en prenaient, ce qui conduit souvent à remodeler entièrement des filières d'approvisionnement en supprimant des intermédiaires. Bien. Ces trois concepts clés-là, dont je ne doute pas un seul instant qu'ils soient poussés dans les grandes entreprises privées telles que L'Oréal, Procter & Gamble, Unilever, etc., je ne doute pas un seul instant qu'ils soient poussés de façon sincère par ces entreprises-là, mais il faut qu'ils rentrent dans les processus, depuis le marketing des produits, en passant par les pratiques de production, jusqu'à la direction financière et enfin jusqu'à la direction des achats. Et lorsque, au fond, il y aura moins de responsables de sustainability, moins de responsables corporate social responsibility, moins de responsables de cette nature, mais qu'il y aura plus d'intégration de ces concepts dans les activités de l'entreprise, à ce moment-là, il y aura un puissant facteur d'accélération. De quoi? D'accélération du remodelage entier de toutes les filières de production qui servent, qui fournissent les grandes sociétés occidentales. C'est à mon avis tout à fait clé, ce point-là, parce que, au fond, ça fait une dizaine d'années, voire plus, que ces personnages existent dans ces grandes sociétés privées. Et certaines ont avancé plus vite que d'autres, mais je ne trouve pas qu'il y ait assez d'exemples d'intégration complète dans les processus de l'entreprise de ces concepts-là, de ces trois concepts clés. Donc, ce serait le deuxième levier. Le troisième levier, pour moi, c'est que la guerre contre la pauvreté, et ça, c'est plus un levier de méthode qui concerne tant les bailleurs privés que les bailleurs publics et que les ONG quand elles mettent en place des programmes localement. Le troisième levier, c'est pour moi un levier méthodologique presque, et qui consiste à dire que quand on lutte contre la pauvreté localement, c'est une guerre qu'on mène localement de façon totale. Je veux dire par guerre totale la chose suivante, c'est une guerre culturelle et c'est une guerre économique et financière. C'est une guerre culturelle parce que, comme je le disais tout à l'heure, passer de pas pauvre à pauvre, c'est changer de référentiel d'anticipation. C'est-à-dire, quand vous êtes pauvre, votre référentiel d'anticipation, c'est que vous allez le rester, et quand vous sortez de la pauvreté, votre référentiel d'anticipation est complètement différent. Votre rapport au temps est complètement différent, votre rapport aux activités est complètement différent. Et donc, c'est une guerre culturelle, et il faut préparer les populations, comme on dit dans les organisations internationales bénéficiaires de nos programmes, à cette transformation culturelle. Ça veut dire beaucoup d'éducation financière sur des concepts clés pour le développement, tels que la séparation entre l'exploitation et le patrimoine, tels que la séparation entre la poche privée et la poche de l'entreprise collective, tels que tout simplement les concepts de gestion de base. C'est une première chose. Donc c'est une guerre culturelle qu'il faut mener, et parfois c'est une guerre assez intense. Et on a de plus en plus de programmes d'éducation financière. Mais c'est aussi une guerre économique qui consiste à faire deux choses. Premièrement, structurer des organismes économiques collectifs. Il est fondamental que de plus en plus dans le monde, il y ait des coopératives, des sociétés anonymes, peu importe la forme, ça dépend du statut juridique qu'elles ont dans les différents pays. Peu importe la forme, l'important c'est qu'elles soient adaptées à leur objet social, qui est de réunir des gens pour fabriquer du développement, investir et transférer des savoir-faire et rentrer dans une spirale de progrès économique. Donc le deuxième point, c'est de créer des structures, et ces structures doivent être créées et pensées en même temps que le changement culturel est créé et pensé. Et le troisième point, c'est évidemment le point du financement. Le financement d'une chaîne de valeur comme par exemple la rose en Turquie, comme par exemple la vigne en Arménie, comme par exemple le patchouli en Indonésie. Le financement de ces chaînes de valeur-là est toujours très spécifique, toujours finement adapté à des besoins qui sont liés au cycle d'exploitation.
toujours finement adapté aussi à des besoins capitalistiques précis pour ces exploitations. Et ce financement-là, il doit être mis en cohérence avec la structure et avec la culture. Et c'est le troisième point, donc, pour moi, qui est un levier d'accélération de la sortie de la pauvreté, c'est que du point de vue de la méthode, on considère que localement, la lutte contre la pauvreté est une lutte systémique plutôt que totale. C'est mieux de dire une lutte systémique plutôt que totale, c'est plus doux. Voilà. Mais enfin, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.